Aujourd'hui, plus d'un Ivoirien est révolté. Le dernier en date, c'était Ibrahim Zigui, un jeune cyberactiviste qui ne faisait que dénoncer, qui faisait simplement. Donc, on sent que le pouvoir a peur. Et parce qu'il a peur, il durcit sa gouvernance. Il militarise sa gouvernance. Et donc, ça, c'est pas bon. Alors que là, visiblement, vous pensez que la Côte d'Ivoire va dormir tranquille devant une telle décision? Non, faut pas, je connais trop mon pays, je connais trop les Ivoiriens. Il ne faut même pas rêver. Et M. Ouattara le sait. Internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel vient de proclamer plus tôt que prévu. En fait, l'institution avait jusqu'au 10 septembre prochain pour proclamer les candidatures. Elle l'a fait plus tôt que prévu, donc ce 8 septembre. On connaît déjà ceux qui sont retenus pour la présidentielle. La grosse information est la candidature donc validée d'Alassane Ouattara à un 4e mandat et le rejet des dossiers de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam sans grande surprise. On le dira ainsi. On reçoit donc un invité pour en discuter, désormais habitué d'Enjeux d'Afrique. Il s'agit du docteur Gervais Bogassako, qui est le président de la Fondation ivoirienne pour l'observation des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP. C'est donc un acteur de la société civile foncièrement opposé à la gouvernance d'Alassane Ouattara. Il est actuellement en exil aux États-Unis, il faut le préciser. Docteur Bogassako, bonjour et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour cher ami Karl. Le Conseil constitutionnel ivoirien vient de dévoiler la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 25 octobre. Vous, principalement, qu'est-ce qui retient votre attention? Ce qui retient mon attention, c'est que le président Ouattara, sans aucune surprise, il s'est choisi ses adversaires, ceux qu'il pense facilement malmenés, peut-être même dès le premier tour. Et c'est vraiment triste. Je pense que c'est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire, pour la démocratie dans notre pays. Et honnêtement, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler jusqu'à ce qu'on atteigne le 25 octobre. Vous dites qu'il s'est choisi ses adversaires, qu'il va facilement dominer au premier tour. Il y a quand même dans cette liste Simone Gbagbo, vous ne croyez pas en elle? Écoutez, peut-être que je devrais honnêtement avouer que, sauf le respect que j'ai pour toutes les personnalités, parce que je les connais presque toutes, qu'il s'agisse de Mme Simone Eivé Gbagbo, M. Domelo, M. Billon, Jean-Louis, ou Mme Ariette Lagou, que je connais quelque peu, sauf tout le respect que j'ai pour toute candidature et candidature. Peut-être que le miracle est même possible, mais à la vérité, pour qu'un Jean-Louis Billon puisse battre M. Ouattara, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui s'y ajoutent. Or, le PDCI est son parti et il n'a pas l'appareil. Et c'est compliqué. Quand vous prenez Mme Simone Eivé Gbagbo, oui, elle a réussi depuis la séparation, la cassure du FPI, elle a réussi à sortir de l'ombre, à créer un parti politique, à donner confiance, à redonner confiance. Mais son parti est encore en construction. Elle n'a pas encore sillonné toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, pour avoir une bonne machine. C'est encore embryonnaire. Pour que, sans soutien d'un appareil aussi fort que le PPACI ou le FPI, ou le PDCI auquel il arrive. Quand vous prenez M. Domelo, déjà c'est pratiquement en plein conflit qu'il est sorti de la direction du PPACI pour se dévoiler candidat indépendant. Donc, en clair, sans l'appareil du PDCI, que peut M. Billon? Sans l'appareil du PPACI, que peut Domelo? Sans aucun appareil aussi fort, que peut vraiment Mme Simone Eivé Gbagbo? Je dis toujours, sauf le respect que j'ai pour ces personnalités, ce n'est pas qu'elles n'ont pas le bagage qu'il faut, mais sans appareil, il leur faudra encore beaucoup de temps avant de convaincre. Et puis peut-être il va falloir beaucoup de choses, ou un appel assez clair des grands appareils pour soutenir Pierre ou Paul. Donc M. Ouattara a vu tout cela. Quand j'imagine même que même le jeune Assalé Timoko a été recalé. En clair, cher ami, quand on fait une analyse assez perspicace, on dira que toutes les personnalités qui se sont déclarées véhémentes vis-à-vis du régime Ouattara, vis-à-vis du RHDP, ont été purement et simplement écartées. Je prends par exemple le jeune Assalé Timoko. Je crois qu'on lui fait payer pas son arrogance, mais sa fougue.
de jeunesse, parce qu'il a commencé à donner confiance à un certain nombre de personnalités ivoiriennes qui disaient « Ah oui, mais celui-là, vraiment, il est perspicace dans l'analyse contre le pouvoir Ouattara. » Donc, quelqu'un qui peut démonter le bilan de M. Ouattara, tous ceux qui avaient la capacité de le faire, qu'il s'agisse de Assalé Teboko ou de M. Vincent Tobi, pour ne même pas parler du président Laurent Gbagbo, pour ne pas parler de M. Tidjane Thiam, tout cela ont été écartés. Et pour terminer l'analyse, le grand pied de nez, c'est que les candidatures et de M. Gbagbo et de M. Tidjane ont été purement et simplement déclarées irrecevables avant même d'analyser au fond. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel s'est purement et simplement aligné sur le fait que ces deux personnalités ne sont pas sur la liste électorale. Dans ce cas précisément, vous ne vous attendiez pas à autre chose. C'est sans surprise cette décision du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas? On peut le dire parce qu'une décision politique était beaucoup plus appropriée qu'une décision juridique. Parce que je l'ai dit déjà dans une ou plusieurs analyses, en estimant que c'est quand même du droit. Et en droit, en général, le Conseil, les décisions qui ont été rendues, elles ont été rendues par des juridictions. Si le Conseil constitutionnel déroutait ces décisions-là, bon, c'est possible. Mais généralement, il y a une sorte de solidarité de corps. Moi, je dis toujours que, malheureusement, toutes les personnalités du Conseil constitutionnel appartiennent au même appareil, à l'appareil RHDP. Parce que les 7 personnalités, on voit comment elles sont désignées. Le président de la République désigne 4, l'Assemblée nationale désigne 2, le Sénat désigne une personne, une personnalité. Les 7 personnalités viennent toutes du même RHDP. À quoi faut-il s'attendre? Donc, tout ce que le RHDP a rejeté a été purement et simplement confirmé par le Conseil constitutionnel. Docteur Boga-Sako, le Conseil constitutionnel est là pour dire le droit, pas pour prendre des décisions politiques. Est-ce que vous ne faites pas un faux procès au Conseil constitutionnel? Mais je ne fais pas de faux procès. Moi, je vais à la racine. C'est vrai que toute personnalité du Conseil constitutionnel a prêté serment, mais d'où vient-elle? Comment est-elle désignée? En le disant, je n'en veux même pas au régime RHDP, j'en veux au système qui n'est pas objectif et qui ne permet pas de désigner des personnalités qui puissent être à équidistance des appareils politiques et jouir de leur indépendance. L'indépendance, elle s'assume. En cela, il faut peut-être trouver des personnalités qui soient totalement indépendantes dans leur âme. On a vu au Sénégal, on a vu qu'une juridiction suprême s'est opposée à la décision du président Macky Sall hier. Mais pour cela, je ne sais pas comment les membres du Conseil constitutionnel sont désignés. Je parle de la Côte d'Ivoire où j'ai dit, cher ami, la façon même de désigner les membres du Conseil constitutionnel fait que pour assumer leur indépendance, ce sera vraiment incroyable. Parce que les 7 personnalités sont désignées par l'appareil du pouvoir en l'état actuel des choses. Que le président de la République désigne 4 personnalités lui-même, qu'il choisit. L'Assemblée nationale, où le RNDP est encore majoritaire, désigne 2 personnalités. Et puis, le Sénat, qui est encore un appareil du pouvoir, désigne une personnalité. Autrement dit, comparé un peu aux États-Unis, on sait comment ça se passe. On sait qu'il y a une balance. On sait que sur les membres, il y a toujours une bonne partie, moitié, qui est désignée par des démocrates, qui ont tendance démocrate. Il y a une tendance, républicaine, et puis la personne qui balance au-dessus est toujours désignée par le président. Donc il y a une balance. Chez nous, en Côte d'Ivoire, telles que les choses sont présentées, je ne suis pas surpris. C'est à cela que je veux en venir pour dire qu'il n'est pas surprenant que le Conseil constitutionnel ait suivi à la lettre tout ce que le RHDP avait désigné. Et moi, mon inquiétude demeure parce que je ne sais pas comment les choses vont se passer. Vous parliez du Sénégal, je vous apporte une précision. Sénégal que je connais très bien, c'est à peu près la même chose qu'en Côte d'Ivoire. C'est le président de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil suprême de la magistrature qui désigne donc des membres qui siègent au Conseil constitutionnel sénégalais. Donc c'est à peu près la même chose. La décision prise au Sénégal, vous en parliez, était une décision basée purement sur le droit. Le Conseil a exigé le respect du calendrier électoral. Il n'y a pas eu là-bas non plus de décision politique. Sauf qu'ici, il y a des exclusions de la liste électorale sur la base des faux procès. Ça, je le dis et je l'affirme. Et donc, le Conseil constitutionnel
à aller dans le sens du RHDP. Parce que les faux procès ont été soutenus par le RHDP. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Quand M. Gbagbo quitte la CPI et qu'il arrive, tellement il fait peur au RHDP, on fabrique un procès qui ne respecte aucune règle de droit. Je dis qu'il ne respecte aucune règle de droit. Pas, je ne suis pas, d'abord, je ne suis même pas juriste de formation, mais tous les bons juristes l'ont confirmé. Le président de la République, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ne se juge pas par un tribunal ordinaire. Ne serait-ce que ça. On n'a pas besoin d'être venu de Harvard avec du droit pour comprendre ça. Donc, le Conseil constitutionnel, tel qu'il est, il a préféré aller dans le sens du RHDP, être plus militant que juriste. Ce qui s'est passé au Sénégal, je suis tout à fait d'accord, c'était assez léger, le respect du calendrier. Ce qui est beaucoup plus différent de la Côte d'Ivoire, où il fallait aller au fond des faux procès. Le tribunal qui enlève M. Tidjane Thiam de la liste électorale n'était pas approprié. Ce n'était pas un tribunal qui devait juger de la nationalité, etc. etc. Le 4e mandat vient d'être validé. M. Laurent Gbagbo vient d'être écarté. M. Tidjane Thiam vient d'être écarté. Ne serait-ce que ça. Vous êtes le président de la Fondation ivoirienne pour l'observation des droits de l'homme et de la vie politique, une organisation de la société civile. Vous avez fait beaucoup de simulations, notamment du cas de figure dans lequel nous nous trouvons actuellement. À quoi peut-on donc s'attendre dans les prochains jours? C'est là ce qui est difficile. Et surtout qu'il y a eu des précédents en Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a donné des décisions, mais qui ont été combattues par ceux-mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau et ce ne sera pas surprenant que ceux qui sont aujourd'hui exclus de l'élection présidentielle de 2025, eux aussi trouvent les voies et moyens. Mais ça, je les préférerais démocratiques parce que hier, les voies utilisées par ceux qui sont tous au pouvoir aujourd'hui n'étaient pas démocratiques. Quand on a flanqué un pays d'une rébellion, avant même de parler de la rébellion, en 2000, je me rappelle très bien, lorsque M. Gbagbo gagne l'élection avec une commission électorale vraiment indépendante, dirigée par une personnalité de la société civile nommée M. Guy Honoré, lorsqu'elle proclame l'opposant Laurent Gbagbo vainqueur devant le militaire outiste qui était au pouvoir, un général, Gris Robert, les Ivoiriens ont imposé cette victoire-là parce que c'était la vérité des urnes. Mais l'opposition, une partie de l'opposition d'alors, notamment le RDR, n'a pas manqué à descendre dans la rue pour contester. Et on est parti comme ça de violence en violence. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des précédents où une décision du Conseil constitutionnel qui devait s'imposer à tous les niveaux a été contestée. Jusqu'à ce qu'on en arrive même à prendre des armes contre une décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, je ne peux jamais soutenir quiconque prendrait des armes pour quoi que ce soit. Les armes n'ont pas leur place en démocratie, mais je parie fortement et je soutiendrai toute manifestation pour contester cette exclusion et pour contester cette élection qui ne respectera aucun standard international, aucun standard de la démocratie. Ce ne sera pas une élection. C'est-à-dire qu'on va nous imposer un 4e mandat et on n'est pas prêt d'accepter ça. En tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que défenseur de la démocratie, je ne l'accepterai pas et je ne l'accepte pas. Parce que ce n'est pas loyal, ce n'est pas démocratique. En démocratie, toutes les candidatures sont exposées et les Ivoiriens choisissent. C'est vraiment dommage pour mon pays. Et je dis que là, c'est un coup dur pour la démocratie. Et je ne sais pas ce que cela nous réserve jusqu'à ce que l'élection elle-même ait lieu, jusqu'à ce qu'on parle. Parce qu'on a connu déjà une crise post-électorale du fait de la prise des armes, justement, contre une décision du Conseil constitutionnel. Dans mon pays, en 2010, on a connu 2 présidents. L'un déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel, l'autre déclaré élu par la communauté internationale, reconnu par la communauté internationale. Et il y a eu au moins 3000 morts. Je ne souhaite plus jamais cela pour mon pays, mais ce serait trop facile de laisser cette pseudo-élection, ce simulacre d'élection dite démocratique se dérouler sous nos yeux. C'est inacceptable. Et j'ai dit. Alors, inacceptable, Laurent Gbagbo dit aussi que ça ne se passera pas de son vivant. Mais est-ce que vous pensez que l'opposition ivoirienne a les moyens d'empêcher la tenue de cette élection ou bien d'empêcher Ouattara d'avoir son 4e mandat? Ah oui, et ça, je peux le dire en tant qu'observateur, mais tout à fait objectivement. Lorsque vous avez vu le rassemblement du 9 août dernier à Yopougon, à Abidjan, c'était non.
Moi, je dis, c'était au Pamo 1 million de personnes.